Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité ce matin, Aurore Bergé, qui est ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et chargée de la lutte contre les discriminations. Aurore Bergé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 50 ans de la loi Veil. Aujourd'hui, c'était le 17 janvier 1975, promulgation de cette loi. 243 000 IVG en France en 2023. En 2024, c'est un peu plus. Vous avez des chiffres? C'est un chiffre qui reste stable oui. en France. Mais surtout, je pense qu'il faut qu'on accepte, depuis ces 50 dernières années, de changer le regard qu'on a sur l'avortement. Les femmes n'ont pas à se sentir ni honteuses ni coupables. C'est un droit, c'est une liberté. C'est à elles de choisir si elles veulent ou non être mères et le moment où elles souhaitent évidemment le devenir. Et puis à la société de les accompagner dans leur choix pour qu'elles aient choix de la méthode à laquelle elles veulent avoir accès, puisqu'il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes. Pour l'avortement ou chirurgicale, exactement. On a essayé de faciliter aussi les conditions de recours, loin des fantasmes, pas pour que plus de femmes puissent avorter, mais pour que celles qui le souhaitent. Laurence Rossignol le disait, une femme qui veut avorter, elle avorte, et donc l'idée c'est qu'elle le fasse dans des conditions qui sont évidemment les plus dignes pour elle. Donc on a élargi les conditions d'accès, le nombre de semaines a été augmenté de 12 à 14 semaines pour l'IVG. Est-ce qu'il faut encore allonger selon vous? Non, je pense pas. Je pense qu'on est dans la moyenne européenne et je pense que c'est éthiquement ce qui a du sens, en termes de santé aussi ce qui a du sens, et ce qui permet de donner du temps aux femmes, parce que vous pouvez avoir du déni de grossesse, vous pouvez avoir l'incapacité à savoir, vous pouvez avoir la difficulté à prendre une décision, bref, je pense qu'on est aujourd'hui sur un délai qui est absolument raisonnable. Oui, je vous coupe, Aurore Bergé. Il y a encore des entraves à l'IVG. Oui. Pourquoi, par exemple, j'ai vu ce que proposent les associations, pourquoi ne pas créer un répertoire des professionnels qui pratiquent l'IVG? Alors, c'est même dans la loi. Et normalement, ça doit être créé. Mais ça ne l'est pas. Pour deux raisons. Une raison qui est que malheureusement, certains médecins se font menacer et harceler parce qu'ils pratiquent. Et donc, on avait aussi un doute, une résistance de certains médecins à dire « moi, je n'ai aucun problème à le dire ». Mais je ne veux pas être cyberharcelée, je ne veux pas voir ma devanture être attaquée, je ne veux pas voir les personnes qui travaillent avec moi être menacées. Parce que malheureusement, l'entrave à l'avortement, ce sont aussi des militants anti-choix, anti-droit, qui continuent à taguer des lieux qui pratiquent les IVG, à menacer des associations. Donc malheureusement, il y a encore ça. Et puis, il y avait des éléments plus techniques d'arriver à pouvoir cartographier. Moi, je pense qu'il faut le faire parce que... Vous allez engager, vous allez prendre une je sais pas, sous quelle forme? L'objectif, c'est encore une fois de faciliter la vie de celles qui veulent avoir recours à l'avortement. Donc, il n'y a pas besoin même d'éléments réglementaires législatifs, c'est déjà la loi. Il faut qu'on garantisse tout simplement son application, parce qu'une femme, encore une fois, qui veut avorter, elle doit pouvoir savoir comment faire le plus proche possible d'elle, évidemment. Et ben, c'est repéré, évidemment, en lien avec les ordres, les médecins, les sages-femmes aussi, qui pratiquent l'IVG, puisque vous savez que les sages-femmes pratiquent des IVG et qu'on a même élargi cette possibilité sous le contrôle d'un médecin pour les IVG chirurgicales. Donc je pense que ce serait important encore une fois, tout simplement pour se repérer quand on est une femme et qu'on veut avoir recours à l'avortement. Une liste de professionnels. À voir, est-ce que c'est une carte, est-ce que c'est une liste, mais en tout cas, l'idée c'est de se repérer, de donner accès à l'information, et je le réaffirme, de continuer à lutter contre toutes les entraves, notamment contre ceux qui, anti-droit et anti-choix, au-delà de la manifestation, qui est leur droit, en viennent à taguer, à menacer, à insulter, ce qui est évidemment intolérable. Est-ce que vous allez supprimer la clause de conscience spécifique permettant aux médecins de pratiquer une IVG? Je crois pas. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce débat parce qu'on a trouvé... Je peux comprendre que ça choque, évidemment, les féministes et les personnes qui sont engagées. Par contre, je pense qu'on a trouvé aujourd'hui un compromis qui permet de garantir l'accès à l'IVG et qui garantit aussi, pour des médecins qui ne souhaitent pas le pratiquer, et je le respecte, de ne pas avoir à le faire. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait suffisamment de médecins, suffisamment de sages-femmes, partout sur le territoire, notamment dans nos territoires ruraux, parce que c'est ça
ça la première difficulté qu'on a, c'est la garantie de l'effectivité de ce droit. Et on n'est pas toutes égales, en fait, en fonction du territoire où on vit. Et c'est ça, moi, ma préoccupation, c'est garantir l'accès partout sur les territoires. Alors, mais pour garantir l'accès partout sur les territoires, il faut qu'on ait donc des médecins et des sages-femmes qui continuent évidemment à s'engager. Et il faut des moyens. Pourquoi ne pas sanctifier les moyens dédiés à l'IVG à l'hôpital? Alors, les moyens, ils ont été augmentés, année après année. Oui. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais dans certains hôpitaux, c'est un peu marginalisé, vous le savez. Alors, je pense que ça l'est de moins en moins. Ça l'est de moins en moins parce qu'encore une fois, on a élargi les conditions d'accès à l'IVG. Quand vous passez de 12 à 14 semaines, quand pour les IVG médicamenteuses, vous passez de 5 à 7 semaines, quand vous constitutionnalisez l'IVG, vous dites aussi très clairement aux Français qu'en France, ce droit n'est pas négociable, que ça fait partie en fait des libertés fondamentales qui sont les nôtres. Et vous voyez bien d'ailleurs que dans toutes les démocraties dites illibérales, que dans tous les régimes qui deviennent plus régressifs et plus répressifs, eh bien les premiers droits qui sont attaqués, c'est les droits des femmes et notamment la maîtrise par les femmes de leur corps. Donc nous, en France, c'est pas négociable. Donc ça permet aussi, je pense, de remettre en lumière ceux et celles qui pratiquent les IVG. Et je crois que ça, c'était aussi extrêmement important dans la pratique à l'hôpital. Alors, Aurore Berger, Laurence Rossignol, que vous avez écouté, qui était mon invité tout à l'heure à 7h40, sénatrice socialiste, avec plusieurs personnalités, appelle à la réhabilitation des femmes injustement condamnées pour avoir avorté avant la fameuse loi Veil. Laurence Rossignol a déposé une proposition de loi reconnaissant et réparant les préjudices subis. Est-ce que vous soutenez cette proposition de loi? Oui, parce que je crois que ça a une démarche symbolique qui est extrêmement importante et de réparation. Quand on se replonge plus de 50 ans en arrière, on se replonge dans des souffrances qui étaient épouvantables parce que avoir accès à l'IVG, c'était la clandestinité, c'était le secret, c'était la honte, c'était s'exposer à la mort, c'était s'exposer à de la prison. Les femmes qui ont eu accès à l'IVG dans ces conditions expliquent les conditions absolument sordides dans lesquelles elles étaient, les policiers qui les attendaient. Se cacher. Claudine Monteil, qui était l'une des signataires du manifeste des 343, qui me racontait ces dimanches, c'est Simone de Beauvoir, qui a été une de celles qui a aidé et soutenu des jeunes filles et des jeunes femmes. Eh bien, il y avait une voiture de police qui attendait en bas de chez elle les jeunes filles, les jeunes femmes apeurées, terrorisées, qui montaient, qui avaient recours à l'IVG dans des conditions clandestines. Et je pense que ça a un effet de réparation parce que la société a mis du temps à sortir d'une forme de barbarie qui faisait que les femmes, encore une fois, n'avaient pas la maîtrise de leur choix, de leur liberté, de leur corps, et qu'encore une fois, au-delà de la clandestinité, c'était des souffrances physiques et des séquelles physiques, parfois pour toute une vie. Et oui, et puis elles mettaient leur vie en danger. Hein. Je regardais, j'écoutais le témoignage de Christiane Taubira, qui a failli mourir après être passée entre les mains, entre guillemets, d'une faiseuse d'anges. On les appelait les faiseuses d'anges, je me souviens. Parce qu'il faut s'imaginer que c'était des cintres, que c'était des sondes. C'est comme ça qu'on pratiquait parce qu'on faisait ce qu'on pouvait. Et on a eu aussi des médecins, il faut le dire, très courageux, qui risquaient la prison, des infirmières, des sages-femmes, qui ont aidé, qui ont accompagné, qui ont tenu la main, qui ont pratiqué auprès de ces jeunes filles, de ces jeunes femmes, de ces femmes aussi, parce que parfois c'était des femmes qui avaient déjà eu des enfants et qui se disaient, en fait, moi je sais pas, en fait, nourrir une bouche supplémentaire. Donc il y a tellement de cas différents de recours à l'avortement. Et oui, je crois que c'est symboliquement une réparation que l'on doit à ces femmes. Bien, Aurore Berger, vous défendez évidemment l'égalité homme-femme. Mark Zuckerberg a fait des déclarations qui vous ont peut-être... Justement, il veut reviriliser Internet. Les réseaux sociaux de Meta, Facebook, Instagram autorisent les internautes à qualifier les femmes d'objets et les homosexuels et personnes transgenres de malades mentaux. Il défend l'énergie masculine et les bienfaits de l'agressivité. Il met fin à sa politique de diversité, d'équité et d'inclusion dans son recrutement. Que lui répondez-vous ? Je trouve ça très inquiétant, c'est-à-dire que Donald Trump n'est pas encore investi, qu'il anticipe en fait et qu'il se met complètement dans sa roue. Peut-être qu'il a peur des conséquences fiscales, économiques que ça aurait si il ne se mettait pas en accord avec ce que fait Elon Musk et ce que prône en fait cette partie-là des États-Unis. Et je pense que c'est très inquiétant parce que ça façonne aussi notre manière de regarder le monde. On passe tellement de temps, nos enfants, nos adolescents passent tellement de temps sur ces réseaux qui sont d'ailleurs de moins en moins sociaux qu'évidemment qu'après
après, ça déforme la manière avec laquelle ils peuvent appréhender notamment les questions d'égalité, de respect entre les femmes et les hommes. Déjà, je pense que c'est suffisamment viriliste. Il suffit de regarder aujourd'hui la moindre femme, moi je le vois même à titre personnel, la moindre déclaration que je peux faire, regarder les commentaires que ça suscite, graveleux, insultants, menaçants notamment. Et les femmes, malheureusement, subissent beaucoup plus d'attaques et des attaques d'un autre type. Après l'ère du wokisme, c'est celui de l'homme fort. Je pense qu'il faut tomber ni dans l'un ni dans l'autre en fait, parce que les excès sont toujours condamnables et sont toujours des dérives très dangereuses. Moi, je suis pour la République et la République, c'est d'abord l'égalité. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on continue à promouvoir. Donc, c'est pas le wokisme qui est une défiance vis-à-vis de nos valeurs républicaines et vis-à-vis de la laïcité en particulier, mais c'est pas non plus le virilisme, dont je sais pas très bien ce que ça veut dire comme valeur, parce que c'est contraire à notre doxa d'égalité. Le danger, c'est que ces nouvelles directives de Meta ou autres, ou X, entreraient peut-être en vigueur en Europe, c'est ça le danger. Oui, mais l'Europe les États rechignent. Oui, mais les États rechignent à réglementer les plateformes. Pas le continent européen. On est le continent qui est le plus régulé. On nous le reproche parfois d'ailleurs. On nous dit qu'il y a un excès de régulation. Sauf que cette régulation, les États-Unis inventent, les Chinois produisent et les Européens régulent. Je pense qu'on produit aussi, qu'on innove aussi, qu'on crée aussi, mais qu'on a aussi raison de réguler parce que ces plateformes ne peuvent pas elles-mêmes dicter leurs lois. Et c'est bien ça la difficulté. Moi, dans les sujets que j'ai à traiter sur la question de l'égalité, il y a la question des violences, il y a la question des violences sexuelles, il y a la question du fléau que représente par exemple la pornographie pour nos adolescents, c'est-à-dire avoir accès à des millions de contenus d'une violence absolument inouïe. Mais où en est la réglementation ? Eh bien là-dessus par exemple, c'est ce qu'on fait sur le porno dans notre pays, c'est-à-dire qu'on a maintenant une véritable authentification pour garantir que les personnes qui viennent sur ces sites sont des majeurs, alors qu'avant c'était du pur déclaratif. Nos ados sont pas complètement idiots. Étonnamment, ils disaient pas qu'ils avaient 15 ans, ils disaient plutôt qu'ils en avaient 18. Oui, on les laisse pas aller acheter le pain tout seul de l'autre côté de la rue, mais on les laisse libres d'avoir un smartphone, de pas contrôler ce qu'ils ont sur leur smartphone et de pas contrôler ce à quoi ils ont accès. Et c'est essentiel, pas dans une logique de défiance, mais dans une logique de protection, encore une fois, de nos enfants, de nos adolescents. Parce que quand vous commencez votre jeune adolescence à 11 ans, 12 ans, 13 ans, avec ce flot de contenu, d'images que vous savez pas décoder, sur lesquels vous avez aucun recul et qui ne représentent en rien des relations réelles entre hommes et femmes, en tout cas pas celles qu'on espère, pas celles qui sont basées sur le respect, évidemment que ça a un impact. Et donc ces plateformes, malheureusement, elles ont un impact majeur sur la manière avec laquelle notre monde est façonné. Oui, évidemment, je suis inquiète et oui, il faut que nous on résiste à la fois sur de la régulation qu'on peut avoir et puis aussi d'un point de vue économique. Alors justement, puisque vous parliez de plateforme, puisque vous parliez d'audiovisuel, vous avez suivi l'affaire de cette jeune femme, Anne, escroquée de 830 000 euros après avoir été... volé, je dis bien volé, abusé, c'est un abus. Mais est-ce que les médias n'ont pas une responsabilité ? Là, si, parce que je pense qu'on jette en pâture une jeune femme qui est forcément vulnérable. Et ce que je trouve détestable, c'est la vague de cyberharcèlement qu'elle a subie. On peut avoir un avis, mais est-ce que menacer, insulter une femme, c'est des milliers de commentaires tout d'un coup. Vous imaginez quand vous n'avez jamais été exposé. Mais n'a-t-elle pas été jetée en pâture ? En tout cas, je pense qu'il y a une responsabilité parce que moi, quand je viens sur votre plateau, je suis, disons, plus habituée au fait de m'exposer. Je suis plus habituée au fait que ça peut générer de la critique, même si je regrette qu'au-delà de la critique, ça puisse générer de la violence et des insultes, parce que je pense que c'est un autre registre. Mais quelqu'un qui n'avait jamais été exposé de sa vie, forcément, oui, il y a une forme de responsabilité parce qu'il savait, je pense, les flots de commentaires que ça pouvait générer. Mais les principaux responsables sont d'abord ceux qui insultent, évidemment, qui menacent, qui créent du cyberharcèlement. Je ne sais pas si elle souhaitera porter plainte, mais elle a le droit de porter plainte. Toutes les femmes, tous les hommes qui sont cyberharcelés, c'est pas un espace de non-droit. Ils peuvent porter plainte. Il y a des condamnations régulières pour, encore une fois, des personnes qui malheureusement ont vu comme ça des milliers et des milliers de comptes les harceler, les menacer. Et je pense que c'est important aussi de le rappeler que c'est un espace de droit et un espace régulé. 5 féminicides depuis le 1er janvier, c'est déjà trop. 136 en 2024.
Que faire? Que faire? Je sais que vous vous battez, mais que faire? Déjà, on se bat évidemment parce que c'est d'abord la responsabilité de l'État, mais c'est aussi une responsabilité collective qu'on doit avoir. Le point commun, malheureusement, dans les féminicides qu'on a eu depuis le début de l'année, c'est que ce sont des femmes qui avaient voulu reprendre le contrôle de leur vie et qui étaient en instance de séparation, qui venaient de se séparer. Donc ça veut dire qu'il y a cette image dans la société que la femme, en fait, elle appartient à son compagnon. Et qu'elle n'a jamais le droit de se séparer, qu'elle n'a pas le droit de choisir sa vie, qu'elle n'a pas le droit avec qui elle veut poursuivre ou pas sa vie de couple. Et c'est ça le véritable problème, c'est qu'on a encore cette image-là qui persiste dans notre société. Et que c'est ça qu'on doit combattre à la racine et dès le plus jeune âge. Quand on parle d'égalité, quand on parle de respect, quand moi je me bats pour qu'on ait enfin des cours de vie affective au sein de nos établissements scolaires, c'est pourquoi? C'est pour que ce respect il soit inculqué. Il en aura parce que c'est la loi, parce qu'on s'engage avec Elisabeth Borne et parce que c'est une nécessité aussi pour que nos enfants dès le plus jeune âge sachent ce que veut dire le respect et l'égalité. Parce que c'est ça qui est en jeu dans notre pays. Parce que si on ne vous l'apprend pas dans votre famille, alors il faut que la société dise très clairement, encore une fois, comment on ne peut pas se comporter. Aurore Berger, est-ce que vous allez changer la définition du viol et y inscrire le consentement? Alors c'est d'abord les parlementaires qui vont le faire, parce que c'est un travail, moi j'y suis favorable, c'est un travail transpartisan par Véronique Rioton, par Marie-Charlotte Garin notamment, de députés de deux groupes différents, Renaissance et les écologistes qui ont travaillé depuis plus d'un an. Ce sera soumis bientôt en débat? Elles remettent leur rapport la semaine prochaine, qui est favorable à une évolution de notre code pénal. Pourquoi? Pour deux raisons à mon avis. La première, mieux caractériser, mieux définir, pour aussi mieux condamner ceux qui se sont rendus coupables de ce qu'est un crime, puisque le viol est un crime, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les personnes. Et d'autre part aussi, encore une fois, envoyer un message à la société qui est de dire que ce n'est pas parce qu'on ne dit pas non qu'on dit oui. Et pour avoir été avec des collégiens la semaine dernière, c'était pas une évidence pour eux. C'était pas une évidence qu'une jeune fille qui disait non, ça voulait vraiment dire non. Et je pense que ça, il faut aussi le rappeler, qu'encore une fois, il y a des principes essentiels qui doivent absolument être respectés et que le consentement, c'est évidemment quelque chose qui se respecte et que, en vérité, dans une relation normale, on sait. C'est quand ça devient anormal, mais ça, encore faut-il qu'on nous l'enseigne, qu'on nous l'explique, qu'on nous l'apprenne, qu'on nous le transmette. Aurore Berger, un peu de politique pour terminer. Vous êtes ministre du gouvernement François Bayrou. Pas de censure hier. Beaucoup de promesses qui ont disparu du gouvernement Barnier et beaucoup de réponses apportées aux socialistes. Je résume, pas de gel des pensions de retraite, pas d'augmentation des taxes sur l'électricité, pas de déremboursement des consultations chez le médecin, pas de passage d'1 à 3 jours de carence, pas de suppression de 4000 postes d'enseignants, 12 000 postes de soignants hospitaliers maintenus, pas de baisse du budget consacré au DOM-TOM, enfin, etc. Il y en a beaucoup. Pas le début du commencement d'une économie, ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre ancien collègue Guillaume Kasbarian, des dépenses supplémentaires, des hausses d'impôts. Il est député Ensemble pour la République, vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Je pense que c'est une vision un petit peu parcellaire. Vous savez, quand Michel Barnier a présenté son budget, beaucoup lui sont tombés dessus en disant mais c'est quoi ce budget qui propose des hausses d'impôts et quand François Bayrou présente une esquisse de budget, puisqu'il n'a pas encore été engagé dans le débat, en tout cas à l'Assemblée nationale, on dit en fait c'est de la dépense supplémentaire. C'est heureusement plus complexe que ça. Ça s'appelle un compromis. Ça veut dire qu'on n'est pas en majorité absolue. Ça veut dire qu'un budget qui demain serait à nouveau censuré, ça aurait un coût terrible pour notre pays. Ça suppose de la responsabilité de la part des partis politiques. Mais où sont les économies ? Notamment de la part du Parti socialiste. Les budgets seront en baisse. Beaucoup de budgets vont être en baisse. Et ça a d'ailleurs été annoncé. Vous savez, dès qu'un budget est en baisse, ça crée des remous. Je lisais ce matin que, comme le budget des sports baisse de près de 400 millions d'euros, là tout de suite, on a immédiatement hurlé sur comment est-ce que c'est possible qu'un budget baisse. Donc, vous voyez bien d'ailleurs que systématiquement, on nous demande des économies, mais dès qu'il y a des baisses qui sont réalisées, pour l'instant, c'est pas prévu. Moi, c'est plus modeste que ça. Mais au-delà de mon budget, moi, ce qui m'importe, c'est le budget sur la question de la santé des femmes, sur la justice pour les femmes et sur le logement pour les femmes. Il va bien falloir trouver des recettes. Il va bien falloir trouver des économies. Il y a évidemment, c'est les deux questions et les recettes, mais on a toujours dit qu'on n'alourdirait pas l'impôt des Français. Donc on garde uniquement les propositions qui avaient été faites par Michel Barnier sur les très hauts
patrimoine. Oui. Je pense que ça, c'est quelque chose qui crée plutôt du consensus dans la société, de dire qu'on participe à cet effort collectif, d'autant plus qu'on peut le faire, et on parle vraiment des très hauts patrimoines. Je pense qu'il ne faut pas aller au-delà, parce qu'on a plutôt, depuis 7 ans, permis la baisse des impôts, que ce soit la taxe d'habitation, que ce soit les premières tranches d'impôt sur le revenu, et il faut continuer dans cette dynamique-là. Et puis oui, il faut qu'on assume, en effet, des baisses de dépenses, et c'est ça qui est le plus difficile. Est-ce que, Aurore Berger, la flat tax va passer de 30 à 37%? Je ne crois pas que ce soit... C'est une hausse d'impôt, ça. Je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour, mais en tout cas... Vous dites non. En tout cas, moi, je ne suis pas favorable à des hausses d'impôts. Vous êtes opposé à cette augmentation de la flat tax? Moi, ce que je vous dis, c'est que déjà, on n'a même pas engagé les débats. Pour l'instant, on a un débat qui se poursuit au Sénat sur la base de la copie précédente. J'ai entendu les uns et les autres. J'ai lu. Elle va passer de 30 à 37%. Écoutez, moi, j'attends que ce soit présenté. Moi, j'attends que ce soit présenté. Vous Par y êtes principe, opposé? vous savez, avec le président de la République, depuis 7 ans, on a baissé les impôts des Français. On a baissé les impôts des Français. Moi, je pense qu'il faut se prémunir de toute hausse d'impôts, sauf celle qui était prévue, encore une fois. Donc vous êtes contre cette augmentation? Je sais ce que vous voulez me faire dire. Moi, mais je ne veux pas faire dire ce que vous pensez, je vais vous faire dire. Sur la question des impôts et de la fiscalité. Je sais bien, sur la question des impôts et de la fiscalité, je souhaite qu'on garde la copie qui était celle de Michel Barnier, qui était vraiment une taxation exceptionnelle et qui était extrêmement ciblée. Donc on ne touche pas à la flat tax. Donc je pense qu'il ne faut pas aller au-delà, et je pense surtout que oui, il faut qu'on arrive à s'engager sur de la baisse de dépenses. Sur la question des fonctionnaires, vous avez mentionné le jour de carence, ce qui est très important, c'est qu'on a assumé une baisse du taux d'indemnisation aussi sur les jours d'arrêt maladie, ce qui, à mon avis, est une mesure d'égalité entre la fonction publique et le secteur privé, et qui aussi va générer beaucoup d'économies pour l'État. Bien, j'ai une dernière question qui concerne Boualem-Sansal. Oui. Aurore Berger, qui aurait été, on ne le sait pas, mais je ne sais pas si vous avez des informations, réincarcéré. Le régime algérien l'aurait sorti de la prison hôpital où il était enfermé. Je ne sais pas si vous avez des informations. Bon, moi non plus, mais j'ai lu ça. Je ne sais pas si c'est vrai, et j'aimerais avoir les informations, mais il souffre d'un cancer. Ouais. Combien de temps l'État français va-t-il le laisser mourir en Algérie? C'est pas l'État français qui le laisse mourir en Algérie, c'est l'État algérien qui l'a incarcéré, qui l'a emprisonné parce qu'il exerçait tout simplement sa liberté d'écrivain et de penseur. Et vous voyez bien, nous, le combat diplomatique que nous menons et que le président de la République mène pied à pied vis-à-vis de l'Algérie pour garantir évidemment sa libération. Je crois qu'il n'y a aucun doute sur la position de la France, sur la volonté qui est la nôtre, évidemment, qu'il puisse être remis en liberté, parce que c'est ce qui doit être fait, parce que c'est ce qui est juste, non pas juste au regard de son état de santé, mais au regard de ce qu'il représente, de ce qu'il est, de ce qu'il pense, de ce qu'il dit, de ce qu'il écrit. Et c'est ça qui devrait justifier qu'il soit remis en liberté. Et c'est ça, malheureusement, aujourd'hui, qui, pour le régime algérien, justifie qu'il soit emprisonné dans des conditions indignes. La France se bat. Ah, mais bien sûr. Il y aura de nouvelles initiatives. C'est un engagement personnel du président de la République qu'il a pris. Il en a encore parlé, vous voyez, devant nous en Conseil des ministres cette semaine. Donc évidemment que c'est un engagement. Qu'a-t-il dit? Et parce que je crois qu'il n'y a aucun doute sur le fait que le président de la République trouve que cet emprisonnement, qu'il soit dans un prison hôpital ou dans une prison, est évidemment indigne pour quelqu'un qui est un grand écrivain, un grand penseur et qui est franco-algérien. Et qui doit donc pouvoir revenir dans notre pays s'il le souhaite, à défaut malheureusement de pouvoir être libre dans le sien. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h57. Patrick Roger, juste après les informations de 9h.